L'exercice que nous allons étudier est un cas classique des concours, on appelle ça une chaîne de Markov, et on va voir que ce genre d'exercice mêle habilement probabilité et algèbre linéaire. Donc c'est typiquement le genre d'exercice qui sort assez souvent dans les écrits et dans les oraux. Dans les écrits, ça sera un petit peu plus conceptuel, mais ça intervient dans les oraux. D'autant plus qu'on va voir qu'on va manipuler un type de matrice qu'on a déjà étudié en devoir surveiller, les matrices stochastiques. Donc on vous dit dans une zone désertique, un animal erre entre trois points d'eau, donc ABC, à l'instant t est égal à 0, il se trouve au point A, donc on sait exactement où il se trouve. Et là on vous donne le protocole de l'expérience. Quand il a épuisé l'eau au point où il se trouve, il part avec équiprobabilité rejoindre l'un des autres points d'eau. C'est-à-dire qu'il ne peut pas retourner vers le point A, il va joindre l'un des autres points d'eau. Et on vous dit l'eau du point qu'il vient de quitter se régénère alors de façon automatique. Alors on définit un certain nombre d'événements, qui est la position de l'animal après son énième trajet, c'est-à-dire au temps n, et les probabilités des événements associés. Donc là, on a tout un tas de questions qui vont nous permettre d'étudier l'évolution asymptotique des suites AN, BN et CN. Alors, pour les chaînes de Markov, il y a quelque chose de particulier à faire pour bien synthétiser les énoncés. C'est un petit diagramme. Donc, on va imaginer que on symbolise les points d'eau par A, B et C. On va les symboliser de cette façon. Donc, on dit que la probabilité de retourner au point d'eau, que ce soit pour A, pour B et pour C, est nulle. Donc là, on va symboliser ça de cette façon. Et puis ensuite, on va regarder, en partant de A, quelle est la probabilité qui se retrouve sur B ou sur C. Alors l'énoncé vous indique que cette probabilité, elle vaut 1,5, et que c'est la même règle pour partir de C pour aller vers les deux autres points d'eau, et pour partir de B pour aller vers les deux autres points d'eau. Donc là, ce diagramme-là, il a le mérite d'être une traduction de l'énoncé complètement compréhensible. On sait exactement ce qu'il se passe pour notre animal au fil du temps. Donc nous, on veut étudier les suites AN et BN et CN qui nous donnent la probabilité que l'animal soit au point A après son énième trajet. Bon, et ben c'est parti, on y va. Donc première question, on vous demande d'exprimer en le justifiant AN plus 1 en fonction de AN, BN et CN. Alors, la AN plus 1, c'est la probabilité que l'animal se retrouve au point A euh, après son n plus unième trajet. Alors évidemment, l'endroit où va se retrouver après son n plus unième trajet, ça dépend de l'endroit où il était avant. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est conditionner par sa position précédente. Or, sa position précédente, elle est donnée par AN, BN et CN. Alors ça tombe bien parce que ANBNCN, c'est un système complet d'événements, puisque après son énième trajet, on sait que l'animal se retrouvera soit en A, soit en B, soit en C. Donc évidemment, la réunion de ces trois événements va nous donner l'espace d'état. Donc on a affaire à un système complet d'événements, et c'est justement ce qui va nous permettre de reconstituer totalement l'événement AN plus 1, et les autres événements d'ailleurs, BN plus 1 et CN plus 1. Donc on a affaire à un système complet d'événements. On va donc pouvoir appliquer la formule des probabilités totales, puisque la vérification qu'on a à faire pour l'utiliser, c'est de bien travailler avec un système complet. Donc la formule des probabilités totales, s'applique ici, puisqu'elle permet, avec un système complet d'événements, de récupérer, de recomposer tout l'événement. Donc cette formule des probabilités totales, elle s'écrit sous cette forme-là. Donc probabilité de AN plus 1 sachant AN fois la probabilité de AN, plus la probabilité de AN plus 1 sachant BN fois la probabilité de BN. Et la même chose avec l'événement CN. Alors la probabilité de AN plus 1 sachant AN, c'est la probabilité qu'on lit ici. Sachant qu'il était au point d'eau A, l'eau est épuisée, donc il va quitter ce point d'eau pour aller à un autre. Cette probabilité, elle mesure donc 0. Sachant que les deux autres par l'énoncé, la probabilité qu'il aille à ce point d'eau-là, sachant qu'il était ici, elle mesure 1,5. Et celle-ci mesure également 1,5. Donc vous retrouvez une relation de récurrence simultanée,
on obtient ici 1 demi de Bn plus 1 demi de Cn. Alors évidemment, le raisonnement que vous avez fait à partir de An, vous pouvez faire exactement le même à partir de Bn plus 1 et à partir de Cn. Donc on peut répondre dans la foulée à la question 1b en disant de même, on va utiliser le même système complet d'événements, et on voit que le problème est symétrique si on part de A, de B ou de C. Donc on va pouvoir dire que de même, Bn plus 1 va être égal à 1 demi donc, de An plus 1 demi de Cn. Et de la même façon, Cn plus 1 est égal à 1 demi de An plus 1 demi de Bn. Et ceci pour tout n appartenant à n. Là, il n'y a pas d'explication supplémentaire à donner. Le problème est entièrement symétrique. Alors ensuite, on a des questions qui vont être indépendantes de probabilité. Hein. On est sur un bloc d'algèbre linéaire. On va étudier une matrice. Et vu comme les questions sont posées, oh là là, on travaille avec des noyaux. Donc si je regarde ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de chercher des vecteurs dont l'image va être eux-mêmes, les vecteurs invariants. Et là, je cherche des vecteurs dont l'image va être transformée en moins 1,5 de ce vecteur. Donc ça, c'est un cas typique de diagonalisation, c'est-à-dire qu'on cherche des vecteurs dans des espaces vectoriels particuliers pour que dans cette base-là, ma matrice soit sympathique. Bon, bah c'est parti, on va passer sur ce thème. Donc le thème de la réduction. Donc première question, c'est la recherche d'un noyau. Donc, question 2a. Donc on nous donne une matrice. La matrice c'est 1 demi de D1 partout sauf sur la diagonale. On vous demande de déterminer la dimension et une base du noyau de A moins identité. Alors moi je vais raisonner matriciellement, puisque ce que j'ai moi c'est la matrice de cette application linéaire dans la base canonique, puisqu'on travaille dans R3, et petit a c'est visiblement l'application linéaire canoniquement associée à la matrice grand A. Donc on va dire A moins identité, ça va être égal à quoi? Donc A, c'est la matrice qui a des 1 demi partout, sauf sur la diagonale où il y a des zéros. Et moins identité, ça veut dire qu'on va mettre des moins 1 sur l'identité, enfin sur la diagonale. Donc on se retrouve avec une matrice comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette matrice-là à l'évidence? Ce qu'on peut dire à l'évidence, c'est que quand on additionne les trois colonnes, ici, on récupère 0. Donc comme l'image des colonnes, c'est l'image de l'application A-identité sur les vecteurs de la base canonique, on peut déjà dire très clairement que le vecteur de coordonnées 1, 1, 1 appartient au noyau de A moins identité de R3. Donc ça, c'est le premier point. Et comme j'ai trouvé un vecteur non nul dans ce noyau, je peux déjà assurer que la dimension de ce noyau, donc de A moins identité de R3, cette dimension, elle est donc supérieure ou égale à 1. Je peux aussi noter que comme les deux colonnes qui sont ici sont clairement indépendantes, les deux vecteurs ne sont pas proportionnels, donc je vais dire les deux premières colonnes, sont non proportionnelles. Ça, c'est la garantie que la dimension des colonnes est donc supérieure ou égale à 2, ce qui me donc garantit que le rang de l'application A moins identité de R3 est donc supérieur ou égal à 2. Comme la formule du rang annonce que la dimension du noyau plus la dimension de l'image est égale à la dimension de l'espace vectoriel de départ, la formule du rang me dit donc que le rang de A moins identité de R3 plus la dimension du noyau de A moins identité de R3 est égal à 3. Comme ce terme-là, on vient de montrer qu'il était plus grand que 2, et ce terme-là, on vient de démontrer qu'il est plus grand que 1, si la somme fait 3, on a des égalités. C'est-à-dire le rang est égal à 2 et le noyau est de dimension 1. Or, comme le noyau est de dimension 1 et qu'on vient de trouver un vecteur non nul dans le noyau, ce vecteur forme d'office une base de notre noyau. Donc on a un espace de dimension 1, on vient de trouver un vecteur non nul,
Donc je peux dire que le noyau de A moins identité de R3 est égal à l'espace vectoriel engendré par le vecteur que je vais noter epsilon 1, où epsilon 1 c'est le vecteur de coordonnées 1, 1, 1. Voilà pour le premier noyau à déterminer. Alors pour le deuxième noyau, on vous demande dimension et base du noyau de A plus 1 demi de l'identité de R3. Voilà ce qu'on vous demande, dimension et base. Alors on va procéder de la même façon. Nous, ce qu'on connaît, c'est la matrice de cette application. Donc la matrice de cette application linéaire, c'est grand A plus 1,5 de l'identité, plus 1,5 de I3. Et là, on va constater que ce qu'on récupère, c'est une matrice qui a des 1,5 partout. C'est-à-dire c'est 1,5 avec la matrice D1. Alors on peut déjà constater que le rang de cette matrice, il vaut 1, puisque les trois colonnes sont identiques. Donc le rang de la matrice A plus 1,5 de I3 est égal à 1. Ce qui permet d'annoncer directement que le noyau de cette application, grâce à la formule du rang, va être de dimension 2. Puisqu'on sait que la dimension du noyau plus le rang est égale à la dimension de l'espace de départ de notre application linéaire, c'est-à-dire la dimension de R3, ça vaut 3. Donc la dimension du noyau, c'est 3 moins le rang. Donc le noyau est de dimension 2, ça c'est la formule du rang. Si on arrive donc à trouver deux vecteurs linéairement indépendants dans le noyau, on aura gagné. Or, on constate par exemple que le vecteur E1 moins E2, où E1 et E2, c'est les vecteurs de la base canonique de R3, c'est-à-dire le vecteur de coordonnées 1, moins 1, 0, est un vecteur qui est dans le noyau de A plus 1 demi de R3. Puisque ces deux colonnes-là, alors 1 demi de ces colonnes représentent les images des deux premiers vecteurs de la base canonique par l'application A moins 1 demi de R3. Leur différence est nulle. Donc on récupère que l'image de ce vecteur par cette application est égale à 0. Donc ce vecteur est bien un vecteur du noyau. On peut faire le même raisonnement avec E1 moins E3, c'est-à-dire le vecteur de coordonnées 1, 0 est aussi un vecteur qui est dans le noyau de A plus 1 demi de R3. Donc, on peut donc conclure que en posant epsilon 1 est égal à ce vecteur, en posant epsilon 2 est égal à ce vecteur, et epsilon 3 est égal à ce vecteur, on récupère deux vecteurs du noyau. Or, il est clair que ces deux vecteurs ne sont pas proportionnels, donc j'ai une famille libre à deux vecteurs dans un espace de dimension 2. On obtient donc une base de cet espace vectoriel. Donc on peut conclure assez facilement en utilisant toute la cohorte des théorèmes de la dimension finie. Voilà notre base. Alors, il ne nous reste plus qu'à déterminer une matrice inversible et une matrice diagonale telle que D va être égal à P-1 AP. Alors ça, c'est vraiment le signe d'un changement de base. Donc, je vais simplement montrer que je peux trouver une base dans laquelle ma matrice est diagonale. Et bien, cette nouvelle base, on ne va pas réfléchir longtemps avant de voir d'où elle vient. On va évidemment la former avec les vecteurs des différents noyaux qu'on a travaillés. Alors pour ça, il faut déjà que je montre que cette famille est une base de R3. Donc je l'affirme directement et je le démontre dans la foulée en calculant le déterminant donc dans la base canonique de ma famille epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. On a un outil hyper puissant pour caractériser les bases, c'est le déterminant. Donc là, on va mettre les coordonnées des vecteurs epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 dans la base canonique. Donc on va récupérer 1, 1, 1, 1, moins 1, 0, 1, 0, moins 1. Ce déterminant, je ne vais pas m'embêter à réduire la matrice, je vais utiliser la méthode de Sarrus. Donc la première diagonale, le produit des termes fait 1. La deuxième diagonale contient un 0, c'est 0. La troisième diagonale contient un 0, c'est 0. Moins, entre parenthèses, le produit de ces termes-là fait moins 1. Dans cette diagonale-là, j'ai un 0. Dans cette diagonale-là, j'obtiens moins 1. Donc on obtient ici donc moins 1, 1 plus 2, 3, qui est bien différent de 0. Donc cette famille est bien une base de R3. Or la matrice, donc dans cette base, puisque maintenant je sais que j'ai une base de l'application A, cette matrice, elle est diagonale. Elle est diagonale, puisque je sais que par définition, epsilon 1
c'est un vecteur qui est pris dans le noyau de A moins identité. Donc je sais bien que A de epsilon 1 est égal à epsilon 1. Et les deux autres vecteurs sont pris dans le noyau de A plus 1 demi de identité. Donc on va avoir A de epsilon 2 qui est égal à moins 1 demi de epsilon 2, A de epsilon 3 qui est égal à moins 1 demi de epsilon 3. Donc on va récupérer ici 1, 0, 0, 0, moins 1 demi, 0, 0, 0, moins 1 demi. Et cette matrice, elle est bien diagonale. Et la formule de changement de base m'assure que A, qui est la matrice de notre application linéaire dans la base canonique, est égale à PD P-1, où la matrice P, c'est la matrice de passage, alors ne nous trompons pas, ça c'est dans la base canonique, donc de la base canonique vers la base E. Et si on veut expliciter la matrice de passage, ben, ce n'est pas un problème, puisque cette matrice, on sait que c'est les coordonnées de E dans la base canonique, c'est exactement la matrice qui est là, dont on a calculé le déterminant. Donc là, les arguments s'enchaînent très rapidement à la vitesse de l'éclair. On a été capable donc de déterminer la réduction de cette matrice, peu importe la base. Il nous reste donc la dernière question où on vous demande l'expression de AN, BN, CN en fonction de n. Alors dans l'énoncé original, il demandait comment peut-on récupérer l'expression de AN, BN, CN en fonction de n. Et moi je demande en plus la limite de ces termes lorsque n tend vers l'infini, ce qui nous obligera par contre là à calculer l'inverse de la matrice, qui encore une fois n'était pas demandé le jour de l'oral. Mais bon, on est là pour aller au bout. Allez, bah c'est parti. Donc, ici, on a affaire à une question de synthèse, bien sûr. Donc, il faut essayer maintenant de voir quel est le lien entre la question numéro 2, l'algèbre linéaire, et la question numéro 3. Puisque pour l'instant, l'étude de cette matrice, elle arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer un vecteur. C'est un type d'exercice qu'on avait déjà fait quand on avait étudié les matrices en début d'année. Je vais considérer un vecteur qui me permet de récupérer les trois informations au temps n, enfin après le temps n, c'est-à-dire la probabilité qu'il soit en A, en B ou en C. Donc ça, je le formalise avec un vecteur de M3 de R. Et je vais voir que pour passer de l'état n à l'état n plus 1, eh bien, ce qui va être important, c'est la matrice A. D'ailleurs, on appellera cette matrice une matrice de changement d'état. Effectivement, puisque moi, ce que je veux être capable de faire, c'est matriciellement donc de pouvoir passer de ce qui se passe au temps n plus 1. Donc, quelle action il faut avoir sur AN, BN, CN pour pouvoir obtenir ici AN plus 1, BN plus 1 et CN plus 1. Eh bien là, on va utiliser les formules qu'on avait obtenues tout à l'heure. Donc, c'était les formules qui étaient ici, où pour obtenir AN plus 1, il fallait que ce terme soit multiplié par 1,5, celui-ci par 1,5, celui-ci par 0. Donc le poids de ce terme, il est là. Le poids de ce terme, c'est le deuxième. Le poids de ce terme, c'est le troisième. Si vous adaptez évidemment les relations avec les deux autres termes, vous allez récupérer 1,5, 0, 1,5 pour la deuxième ligne, puis 1,5, 1,5, 0 pour la troisième ligne. Donc on a une relation qui est plutôt sympathique, puisqu'on vient de montrer que la matrice finalement qu'on a étudiée dans la question 2, c'est la matrice qui me permet de passer de l'état au temps n à l'état au temps n plus 1. Donc exactement ce dont on avait besoin, puisqu'on récupère une expression qui ressemble furieusement à l'expression d'une suite géométrique. Il est d'autant plus que cette relation est vraie pour tout n appartenant à n. Alors maintenant, on va essayer de récupérer à l'aide de cette expression an en fonction de n. Alors si vous effectuez les premiers tests, vous allez récupérer que x1 va être égal à a fois x0, que x2 va être égal à a fois x1, mais comme x1 c'est ax0, on va récupérer a carré x0. Si on fait de même avec x3, x3 va être égal à ax2, et si on reprend ce qu'on a obtenu pour x2, on va récupérer a fois a carré x0, donc a cube x0, puis on peut continuer comme ça le procédé. Donc ça permet d'intuiter une formule qu'on démontrerait par récurrence. Xn va être égal à a puissance n fois x0, qui permet donc de voir l'évolution de notre animal en fonction de la position initiale. Donc ça se fait par une simple récurrence qui a été initialisée dans les parties ci-dessus.
l'hérédité ne pose strictement aucun problème. On utilise la formule qui est ici pour passer du temps n au temps n plus 1, et la relation qui est là nous permet de dire que xn plus 1 c'est a fois ce terme-là, donc ça fait monter directement à la puissance de 1. Donc une récurrence que je vous laisse, parce que celle-là elle porte vraiment aucun problème, nous permet donc d'établir que xn c'est a puissance n fois x0. Donc maintenant, il nous suffit d'avoir la garantie de pouvoir calculer a puissance n, et si on sait calculer a puissance n, on sait calculer an, bn et cn. Or, on a notre relation a qui est égale à pd p-1, qui nous assure que a puissance n va être égal à pd puissance n p-1. Or, le calcul de d puissance n est simple puisque notre matrice est diagonale. Donc on va récupérer la matrice diagonale de 1 à la puissance n, moins 1 demi à la puissance n, moins 1 demi à la puissance n, multiplié donc par la matrice P-1. Donc la matrice P, elle est connue, c'est la matrice qu'on avait vue tout à l'heure. La matrice P-1, on peut l'obtenir simplement en inversant la matrice P. Donc pour pouvoir récupérer l'expression de AN, BN et CN, on a cette matrice-là, il nous suffit de connaître x0, c'est-à-dire la position de l'animal à l'origine. Alors ça, c'est donné par l'énoncé, puisqu'on vous dit qu'au temps initial, l'animal se trouve au point d'eau numéro 1. Donc on peut conclure que le triplet AN, BN, CN que l'on cherche, ce triplet-là, va donc être égal à P, la matrice diagonale de 1 moins 1 demi à la puissance n, moins 1 demi à la puissance n, multiplié par P-1, multiplié par le triplet 1, 0, 0. Donc voilà comment on peut récupérer de façon formelle l'expression de AN, BN et CN et leur évolution asymptotique lorsque n tend vers l'infini. Une fois qu'on aura calculé ce produit matriciel, on aura directement leur évolution asymptotique. D'accord ? Donc allez, on va finaliser le calcul, on va inverser rapidement la matrice P-1 pour pouvoir obtenir la limite de ces trois suites. Pour inverser la matrice P, qu'on avait obtenue par ce biais, soit on inverse la matrice par le procédé habituel, la méthode de Gauss, ou l'inversion d'un système, peu importe. Soit on utilise aussi sa définition, puisqu'on sait que la matrice P-1, c'est aussi une matrice de passage, c'est la matrice de passage de la base E vers la base canonique. Donc il suffit d'exprimer les vecteurs E1, E2, E3 en fonction des vecteurs epsilon1, epsilon2, epsilon3. Comme les relations là sont très très simples, c'est plutôt cette méthode que je vais choisir. Déjà, je constate qu'en additionnant tout ça, je vais récupérer 3E1 va être égal à epsilon1 plus epsilon2 plus epsilon3. Ce qui veut donc dire que E1, c'est 1 tiers de epsilon1 plus 1 tiers de epsilon2 plus 1 tiers de epsilon3. Je récupère déjà la première colonne de ma matrice P-1. Pour les autres, c'est assez simple, puisqu'une fois qu'on a E1, c'est assez facile d'obtenir E2 et E3 avec ce protocole, puisque E2 va être égal à E1 moins epsilon 2, et E3 va être égal à E1 moins epsilon 3. Sachant que E1, on a déjà montré que c'était 1 tiers de epsilon 1 plus 1 tiers de epsilon 2 plus 1 tiers de epsilon 3. Donc là, on va avoir des coordonnées pour epsilon 1 et epsilon 3 qui vont être égales à 1 tiers, ça n'a pas bougé. 1 tiers, 1 tiers. Par contre, la coordonnée par rapport à epsilon 2, ça va être égal à quoi? Eh bien, ici, je vais avoir 1 tiers de epsilon 2 moins epsilon 2. Donc, on va récupérer ici moins 2 tiers. Moins 2 tiers. 1 tiers. 1 tiers. Donc voilà le calcul de la matrice P-1. Il s'obtient quand même assez rapidement si on ne rentre pas forcément dans le détail des calculs de la méthode de Gauss. Mais bon, notez que la méthode de Gauss est aussi très rapide. Donc à partir de là, il ne nous reste plus qu'à calculer le produit qui est ici pour pouvoir conclure. Et j'ai même envie de dire dans ce produit, on n'est peut-être même pas obligé de tout calculer, puisqu'on multiplie cette matrice-là par la matrice 1, 0, 0. Et donc vous allez voir assez rapidement que ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe uniquement sur la première colonne. Puisque ça représente, cette expression-là représente la première colonne de la matrice qui est ici. Donc là encore, je ne vais pas pousser le calcul jusqu'au bout, je vais juste m'occuper de ce qui est nécessaire pour conclure.
Alors je vous explique juste comment on mène les calculs, hein. Donc là on sait que notre AN, BN, CN s'obtient à l'aide de ce produit matriciel, mais on sait que ça c'est le premier vecteur de la base canonique, donc ça représente juste la première colonne de cette matrice, hein, ce qui va me permettre de ne pas forcément faire tous les calculs. Donc là on retrouve la matrice P, là on retrouve la matrice D puissance N, et là on retrouve la partie qui m'intéresse de P-1, et le vecteur qu'on a à calculer. Donc j'ai juste écrit moins 1,5 à la puissance n, r à la puissance n pour éviter que les calculs soient trop larges. Donc le produit matriciel, il se fait très simplement puisque cette matrice est très très simple. Or, comme j'ai besoin de calculer juste la première colonne de la matrice totale, ben, je vais juste travailler avec la première colonne, qui me donne ça, qui multiplié par 1, 0, 0 me donne cette colonne-là. Donc en fait, on a très très peu de calculs à faire. Bon, bah bilan, on peut dire que ça, c'est le terme xn. Donc on peut conclure que an, maintenant, va être égal à 1 tiers de 1 plus 2 fois r à la puissance n. Bn, c'est donc 1 tiers de 1 moins r à la puissance n. Et Cn, c'est 1 tiers de 1 moins r à la puissance n. Comme r, c'est moins 1,5, ce terme est strictement compris entre moins 1 et 1. Donc asymptotiquement, on sait que la suite r à la puissance n, elle converge vers 0. Donc ces trois suites sont convergentes comme combinaison linéaire de suites convergentes. Comme ces suites-là tendent vers 0, on va récupérer que AN tend vers 1 tiers, BN tend vers 1 tiers et CN tend vers 1 tiers. Donc l'évolution asymptotique, c'est qu'effectivement, asymptotiquement, il cuit probabilité sur la position A, B et C, puisque le problème il était complètement symétrique au départ. On pouvait se douter d'un tel résultat asymptotique. Donc voilà ces fameuses chaînes de Markov, vous voyez, où on étudie l'évolution en fonction du temps d'un phénomène, où l'algèbre linéaire va avoir une importance, puisqu'on peut passer du temps n au temps n plus 1 à l'aide d'une matrice qu'on appelle matrice des transitions. Et cette matrice, on voit qu'elle a des propriétés particulières, notamment elle est stochastique. Hein, si vous additionnez ce qui se passe sur les colonnes de la matrice, vous obtenez 1 à chaque fois, et ici on a même la même propriété sur les lignes. Donc voilà pour cette première chaîne de Markov. À mon avis, vous en verrez d'autres, hein.